Tu es Ouais. obligé d'avoir un ego pour être sur le terrain. Si tu veux être le meilleur, si tu veux être le premier sur le terrain, tu es obligé d'en avoir. Bah, par exemple, on a un joueur aujourd'hui qui est piston. Il ressort pratiquement top 1 dans toutes les performances Ok. et c'est une bonne chose. Quand vous élargissez le portefeuille de joueurs, comment ça se passe? C'est avec les agents, ça contacte directement les joueurs? Un peu des deux. Au fur et à mesure, je me suis dit que on se pose des questions, on regarde un peu son rôle et son statut au sein du club, ce que le coach lui demande, ce qu'il veut. Et je me rends compte que c'est vraiment un métier. Je pense que ça se voit, je sais pas, ça a côté, il y a quand même des anciens écoles sur leur maillot, c'est pas un jeune qui joue pas football. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tapin Podcast. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, on est dans un nouveau format, un format que j'ai le plaisir et que nous avons le plaisir de vous présenter. Mais avant ça, je vous présente mes acolytes du jour. Je commence par la droite. Mathéo, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Surtout que là, je vais pas dévoiler, je vais te laisser le plaisir d'annoncer le truc. Ouais, j'annonce le truc. Mais première émission, on avait annoncé début de saison qu'on allait apporter de nouvelles choses. Et ça commence aujourd'hui. Exactement. N'oubliez pas de liker, partager. Commentez, on vous met les liens en dessous. Faut commencer à partager sur TikTok. On remercie les gens qui partagent sur Instagram. Vous êtes des bons, vous. Je vais changer, je vais aller sur l'extrême gauche parce que moi je garde le meilleur pour la fin. Bien sûr. Macan, ça va ou quoi? Ça va très bien et vous les gars? Tu vas bien? Ça va, nickel. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial, le fondateur de The Next Gen Baller. Merci. Comment ça va? Très bien. Merci à vous. Merci pour l'invitation, les gars. Donc, ouais, Nathan Taverny, fondateur de Next Gen Baller. Et, tu l'as très bien dit, Next Gen Baller. Next Gen Baller. C'est ça. C'est bien, ça représente un peu la Gen Z. C'est ça, la Gen Z, la nouvelle génération de footballeurs. Et voilà. Ok. C'est quoi The Next Gen Baller? Aujourd'hui, c'est une société, c'est un cabinet de conseil, on va dire. On accompagne les joueurs à travers la vidéo et la data dans leur performance. Donc, on les accompagne que ce soit match par match, préparation, retour, mais aussi tout au long de leur carrière. Donc, en fixant des objectifs sur la saison. Et ça fait combien de temps? Là, ça va faire officieusement, ça va faire 2 ans. Officieusement. On a lancé officiellement il y a 1 an. Parce qu'officieusement, du coup, je travaillais déjà avec mon meilleur ami, un peu comme tout l'entourage du football aujourd'hui le fait. Tu vois, tu as ton meilleur ami qui est footballeur, tu as envie de l'accompagner. Donc, j'ai commencé comme ça officieusement et on a eu une chouette surprise à la fin de la saison. Il est parti dans un bon club et on s'est dit, bon, bah, let's go. On a bien accompagné, du coup, ça peut se faire. Bah là, il y a un peu son CV là. Il y a un peu son CV là en 2 maillots. On passe du Versailles au Standard de Liège. Ah, nice. Versailles d'ailleurs, on est obligé d'évoquer ce sujet. Ouais, vas-y. Le prix des maillots. Mec, j'entends magnifique, rien à dire. Mais on va se calmer, on joue pas la Ligue des Champions, on joue même pas la Ligue 1 ni la Ligue 2. National, 80 balles le maillot. Chose de Camino, ça. Très beau maillot. Très beau maillot. Très beau maillot. Ils vont peut-être envoyer le maillot dans pas très longtemps, après la vidéo. Peut-être. J'espère, les mecs, vous voyez. Ça nous ferait très plaisir. Et là, je changerais totalement ma version. C'est pas assez. C'est pas assez, il faut les augmenter. Envoyer. Donc du coup, là, tu as expliqué un petit peu le projet. Donc, tu l'as dit officieusement, donc à peu près 2 ans, officiellement 1 an et demi. C'est ça. C'est né comment? C'est né, donc du coup, via l'accompagnement de ton pote, c'est ça? C'est ça. Sur la gestion des transitions, tu vois, c'est des problématiques vraiment pointues. Au fur et à mesure, je me suis dit que on se pose des questions, on regarde un peu son rôle et son statut au sein du club, ce que le coach lui demande, ce qu'il veut. Et je me rends compte que c'est vraiment un métier. Je me rends compte que c'est vraiment un métier qu'il faut se poser et l'accompagner correctement. Parce que en soi, tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde essaye d'accompagner un peu les joueurs dans leur carrière, mais c'est un peu du coup mal fait. Parce que si on le fait très précisément, bah, ça demande quand même pas mal de ressources. Et donc voilà, donc c'est né comme ça. Et puis ensuite, j'ai remarqué que j'avais rien inventé aussi, parce que c'est des pratiques qui sont déjà faites. Par exemple, je pense à la NBA, je pense aux joueurs de NFL, où ils ont vraiment des coachs spécifiques
par joueur où ils retravaillent des éléments de dribble, des éléments vraiment précis, des problématiques terrain. Et donc voilà, je me suis dit, en France, ça n'existe pas, je ne comprends pas pourquoi. De toute façon, mes meilleurs amis, ils ont besoin de ça, donc je me lance. J'aime bien ça, c'est un mode culot un peu. C'est ça. Ça, j'aime bien ça. Moi, d'autant plus, je vais même rajouter, c'est hyper intéressant la manière dont tu as vu la chose. Parce que les amis, que ce soit des footballeurs, des sportifs, ils se contentent juste d'être amis. Toi, vraiment, tu l'accompagnes réellement en fait, dans son parcours. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus d'être son ami, tu es limite un conseiller, voire autre. Aujourd'hui, tu es vraiment investi dans sa carrière, quoi. Mais du coup, toi, tes analyses, tu vas les faire comment? Ton travail, il va s'argumenter autour de quoi? C'est des vidéos, purement des chiffres? C'est une présentation. Le livrable final, c'est une présentation où on mélange du coup vidéo et chiffres, tout simplement. Parce que sur la préparation de match, on analyse les adversaires, logiquement, on fixe des objectifs, donc il y a un peu de chiffres aussi. Mais il y a souvent, on est obligé d'apporter ces séquences vidéo pour que le joueur se projette. Et le travail, mon challenge aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier au maximum la data pour que les joueurs le comprennent. Et donc, soit que ce soit dans les objectifs, soit que ce soit dans la compréhension de son jeu ou du jeu de l'adversaire. Donc, voilà. Bien, okay. C'est bien. J'avais entendu tout à l'heure une petite parenthèse, tu as fait une petite parenthèse, comme quoi que tu étais joueur. Ouais. Donc, tu as pu jouer, toi, évoluer à quel niveau? J'ai évolué à Montrouge en 17 national. Bien. Ouais, j'ai arrêté juste après, mais voilà, j'ai fait d'abord CFE. J'étais d'abord, on va commencer depuis le début, au PUC. Au PUC Paris Université Club, où j'étais en section sportive. Après, j'ai enchaîné en 15 au CFFP. C'est là où on s'est rejoint avec mon meilleur ami d'aujourd'hui. On avait fait les sélections 94 ensemble. Donc voilà, avec Manu Koné, on avait Ryan Aït-Nouri à City aujourd'hui. Okay. C'était pas mal. Et donc après, je suis parti à Montrouge. Et voilà. J'ai pas de parcours centre de formation, mais j'ai toujours été dans ces hauts niveaux dans le top où tout le monde a signé. Et moi, j'étais un peu là où c'est le foot. Hein. Ouais, c'est le foot. C'est le foot, mais ce qui est bien, c'est après, derrière, t'as pu trouver ta voie. C'est ça. C'est lourd. Pour toi, c'est quoi le next-gen baller pour toi, type? Pour moi, le next-gen baller, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Qui a de l'ambition parce qu'il y a énormément de joueurs professionnels aujourd'hui. Quand on était jeune, on nous rabâchait le fait qu'il y avait 3-4 personnes qui devenaient joueurs pro. Aujourd'hui, je le prends avec un peu plus de recul. Je me dis qu'il y a 3-4 joueurs qui vont être champions du monde, qui vont être stars internationales ou des grandes personnalités. Par contre, il y a énormément de joueurs sur le marché. Et beaucoup ne s'investissent pas autant dans leur carrière, tu vois. Et du coup, ont beaucoup moins d'ambition que les autres, que les champions. Les champions ont eu de l'ambition. Eux n'en ont pas et c'est ce que je veux vraiment créer chez eux. Donc c'est vraiment le mot que je garderai. C'est l'ambition. Bien. Ok. Donc en fait... Et travailleur, pardon. C'est important, très important. Ça, c'est pour tout le monde, champion, pas champion. Le travail, c'est obligatoire. Exactement. Et ok, du coup, en fait, toi, ton projet, il parle pas forcément qu'à un secteur professionnel. C'est-à-dire que lorsque toi, tu vois un joueur, comment est-ce que tu dis, lui, il a les capacités, que ce soit mentales, physiques ou autres, au niveau du talent, pour que tu puisses le suivre et que tu puisses t'y intéresser et vraiment l'accompagner dans son processus? Aujourd'hui, on les cible assez facilement, dans le sens où, après, il y a la partie mentale, bien sûr, mais au niveau des performances, en soi, c'est notre premier critère. S'il y a des baisses de performance, c'est qu'on peut les améliorer. Donc, là-dessus, c'est assez simple. Mais bon, ça suffit jamais. Dans le foot, c'est assez compliqué d'aborder et d'accompagner les joueurs quand même. Donc, il y a un autre critère aussi que je remarque, c'est les joueurs qui ont touché le fond à un moment donné dans leur carrière. Il y a beaucoup de carrières où les joueurs ont commencé fort, ont eu une chute et ensuite se relèvent. Okay. Et là, ils comprennent l'importance du travail, de la discipline et de l'ambition qu'il faut avoir pour être un jour là-haut, tu vois. Okay. Donc s'ils se sont relevés, c'est vraiment qu'ils sont prêts à travailler. Vraiment ce critère mental,
qui me dit que lui, c'est sûr qu'on peut travailler ensemble. Ouais. C'est bien ça. Non, c'est. Mais est-ce que toi, par exemple, t'as pas peur parfois, comme c'est un travail quasi quotidien avec le joueur, que parfois ça fasse un peu doublon avec certaines consignes de coach ou même que ça aille à l'encontre Est-ce que même de façon générale, t'as eu des retours je sais pas si tes joueurs l'annoncent ou le disent à leur coach qu'ils ont recours à ce type de service-là. Est-ce qu'ils n'ont pas peur parfois que ça aille à l'encontre de leurs propres consignes? Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, on jongle un peu avec ce fil conducteur des consignes du coach, des consignes du club, etc. C'est sûr qu'on l'assume. Mais si tu veux, c'est un peu comme l'ère des préparateurs physiques. Okay. Aujourd'hui, les préparateurs... Quand ils se sont lancés, les préparateurs physiques, ils étaient à l'encontre des prépas physiques du club. Donc, ça ne pouvait pas matcher forcément. Et donc, ça a posé problème à certains. Ça ne posait pas problème pour d'autres clubs qui étaient assez ouverts là-dessus. Aujourd'hui, on est un peu au début de ce service d'analyse de performance. Donc, on vient compléter ce que le coach dit, parce qu'on n'est pas non plus là à vouloir aller à l'encontre du club, tu vois. Parce que derrière, si le coach demande quelque chose que le joueur ne fait pas et que c'est pas bon pour l'équipe, il sortira tout simplement. Donc c'est pas dans notre intérêt. Donc nous, l'important, c'est vraiment de comprendre aussi le rôle que le coach donne aux joueurs et d'essayer de faire mieux. Parce qu'un coach, quand un joueur dépasse ses responsabilités, il est super content. Quand ça fonctionne, bien sûr. Il est super content. On peut prendre... il y a plein de cas comme ça où c'est vraiment des joueurs qui portent leurs responsabilités, qui sortent de leur rôle principal. Voilà. Justement, tu as parlé beaucoup de mentalité. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais aussi la partie aussi mentalité et ego. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des joueurs qui ont un ego et que tu as dû travailler avec ça? Il y en a toujours, mais... entre guillemets, je les défends, c'est propre au foot. Tu es obligé d'avoir un ego pour être sur le terrain. Si tu veux être le meilleur, si tu veux être le premier sur le terrain, tu es obligé d'en avoir. Donc, tu te bats naturellement contre ça et je pense que je vais jamais finir de me battre avec. Mais derrière, c'est vraiment qu'il faut s'immiscer dans leur intimité. Et voilà. Aujourd'hui, on est là pour travailler sur tes performances. En soi, les joueurs qui ont un ego surdimensionné, qui est vraiment incontrôlable, on ne peut pas vraiment travailler ensemble parce que naturellement, tu n'es pas parfait, on le voit au niveau des performances. Si tu étais parfait, tu serais déjà là-haut. Tu vois, c'est factuel. Donc, comme il a un ego surdimensionné, je ne me vois pas non plus arriver, lui poser carte sur table. Voilà, toi, tu penses que tu es fort, voici tes performances, regarde où tu en es. Ça ne te dit pas de travailler avec nous, non. Tu vois, c'est un peu plus délicat que ça. Et il ne faut pas non plus briser la confiance du joueur parce que c'est un équilibre qu'il faut avoir. C'est leur moteur. C'est un moteur. Hein. C'est que derrière, en fait, tu as un équilibre entre lui dire les choses qu'il comprenne pour qu'il puisse progresser. C'est ça. Mais derrière, ne pas le briser non plus. Exactement. Et ça, je pense, c'est là où vraiment ta partition elle doit être vraiment, vraiment bonne. Exactement. En fait, parfois, tu es sur le fil, en vrai. Avec, après, pas tous les joueurs, mais je pense que tu as dû avoir quelques exemples où ça devait être assez touchy, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 exemples, je les ai eu indirectement. Mais j'ai senti que c'était assez complexe de pouvoir travailler avec eux. Donc, si tu veux, moi, je laisse couler. J'attends vraiment qu'il y ait des baisses de performance, tu vois. Donc, à part ça... Et d'ailleurs, comment tu vas juger la réussite de ton travail? Parce que, par exemple, on peut dire que sur certains postes, notamment au poste offensif, c'est plus facile de chiffrer ça. Mais par exemple, pour un défenseur... ou quelqu'un qui a un rôle plus reculé, comment tu vas évaluer si le travail effectué avec, c'est une réussite ou... Aujourd'hui, c'est assez facile dans le sens où chaque poste a un lot de performances attendues. Tu vois, un défenseur, on attend à ce qu'il ait une bonne relance, à ce qu'il ait des duels défensifs réussis, des interceptions, des récup, enfin bref. Chaque poste a des lots comme ça et on fait des classements tout simplement. On fait des classements et on voit que, par exemple, on a un joueur aujourd'hui qui est piston, il ressort pratiquement top 1 dans toutes les performances et c'est une bonne chose dans le sens où, au niveau de ses centres réussis, il ressort top 1 sur pas mal de pistons. Ça fait que derrière, le résultat final, bien sûr, ce sera le mercato. Où est-ce qu'il va aller?
Et c'est là où on verra vraiment que le travail a porté ses fruits. Mais Quand tu as dit classement, pardon, c'est classement sur le championnat? sur le championnat, Ouais, pardon, ouais. C'est sur le classement sur le championnat. Donc on sait qu'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur, Ok. le meilleur piston qui centre, qui a le plus grand nombre de centres et le plus de réussite en centre. Tu vois. Donc Ok. avoir cette information, quand tu arrives lors du mercato, tu sais que tu es un joueur important. En vrai, tu sais que tu vas pas être sans club, quoi, dans tous les cas. C'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que eux, c'est déjà arrivé qu'ils utilisent vos données, les données que tu lui fournis, pour mieux se vendre? Oui, enfin, pas eux Ou en tout directement. cas, l'agent l'utilise plutôt que lui, je veux dire. Ouais, totalement. Si tu veux, on a eu un cas, même ce mercato, cet été, où l'agent nous a demandé les dossiers, le dossier du joueur pour partir de Guingamp, en gros, à Sabriguen 12. Je sais pas si vous avez de Guingamp. Son agent nous a demandé le dossier pour faire ses rendez-vous et au final, il est parti en D2 belge, donc à Beerscott. Bien. Ok. Ouais, non, c'est toujours un plus, ça aide. Tu vois. Donc moi, c'est quelque chose que je propose aux agents aussi, parce que les agents aujourd'hui, c'est vraiment nos partenaires avant tout. Et donc c'est quelque chose qui va leur aider dans leur travail. Tu vois. Donc si par exemple un agent aujourd'hui, c'est très dans les relations, coup de téléphone, je connais un tel, l'ami d'un tel, c'est vraiment le relationnel qui prime au-dessus de tout dans cette activité. Mais quand tu l'as pas, c'est compliqué. Mais quand tu l'as pas, si on te donne un dossier, tu arrives à la porte d'un club, hello, voilà, j'ai un joueur, tenez, voici le mandat, voici ses performances. Ok. Après, il manque plus que la vidéo et on l'a en plus. Donc franchement, normalement, tu ne peux qu'avancer avec nous si t'es agent. Vous avez entendu, les gars? On a entendu les agents. National. Enfin, ton équipe et toi, vous travaillez à partir de quel niveau? J'imagine des niveaux trop bas quand il n'y a pas de données, enfin, Voilà. pas de vidéos compliquées. Ouais, pas trop bas non plus, mais j'ai pas la liste en tête surtout de tous les pays. Mais par exemple, en France, on va jusqu'à National, Ok. tu vois. National 2, ça peut arriver, mais c'est certains clubs sur lesquels on a les données. Et pareil, après, ça dépend, mais en Angleterre, je sais qu'on descend en D4, ils aiment bien le football, en Espagne aussi. En Angleterre, c'est toute une culture C'est là-bas. une- Donc, c'est une culture. donc, au niveau national, donc c'est à partir de certaines données. C'est-à-dire que les données, en fait, tu les récupères où Où est-ce que tu vas récupérer ces premières données pour te dire, ou pour avoir ta première base? Aujourd'hui, on travaille avec l'outil référence du milieu du foot, Huddle, Y-Scout, qui ont fusionné. Donc, c'est un logiciel que les clubs utilisent, que les staffs utilisent. Après, je dis les clubs de manière générale, mais chacun a aussi ses propres solutions. Mais voilà, c'est vraiment le leader sur le marché. Et c'est là où nous, on ne s'occupe pas de la réception des données. Ok. Tu vois, on s'occupe que du traitement et du tracking. Donc, on ne s'occupe pas de collecter, de la collecte, pardon. Ok. De la collecte de D'accord. données. Ok, donc non, c'est différent. Alors. Je sais qu'il y en a qui les notent Ok. avec des petits outils digitaux, mais c'est un peu dur. Tu les Ouais, vois c'est- sur le bord du terrain, ils notent, ils appuient sur chaque bouton, ils suivent les joueurs. Exactement. C'est pas notre compliqué, métier. ça. Ouais, Ah, c'est vraiment un autre métier et Ok. je voulais pas me mettre Ah à ouais, non, cette ça, tâche-là. ouais, non. C'est. T'as bien dissocié en fait. Ah, t'as bien dissocié. T'as bien dissocié. Justement, ça me permet de rebondir sur un point. C'est quoi la semaine chip chez The Next Gen Ballers? La semaine cheap, alors, il n'y a pas vraiment de semaine cheap. Il y en a une quand même, un bon fil conducteur. En soi, les mardis, lundi déjà, on fait les retours de match. Lundi, mardi, en fonction des matchs du week-end. Ensuite, mardi, mercredi, on fait les prochaines prépas de match. Et après, voilà, ça dépend vraiment en fait des matchs du jour. Il y en a qui sont plus ou moins écartés. Donc, on s'adapte en fonction du joueur. On essaye d'être à plus de jours, en gros, après le jour de match pour les retours. Et moins 2, pareil, pour les préparations de match. Ok. Mais pour les préparations des futurs matchs, Mm. vous allez regarder juste le replay des anciens matchs ou aussi vous allez regarder l'équipe qui va affronter. Je sais pas, par exemple, tu as un ailier gauche, est-ce que tu vas regarder son latéral droit pour essayer de donner quelques infos? On regarde surtout l'équipe adverse. Ok. Une grosse partie, de l'équipe adverse, parce que c'est contre eux qu'ils jouent. On prend une tendance à aller entre les 5 et les 10 derniers matchs.
Et voilà, on regarde leurs forces, leurs faiblesses, comment ils attaquent, comment ils défendent, pour pouvoir ensuite cibler l'analyse vers le joueur. Donc en fonction de son poste, si c'est un défenseur, si c'est un attaquant, bah, du coup, il y a des informations à trier qui sont pertinentes pour lui, d'autres non. Et derrière, c'est vraiment une analyse qu'on a fait au préalable quand on a commencé à travailler ensemble sur la saison passée, où on a ses objectifs, on a ses résultats, et nous, on donne des objectifs par match. Tu vois. Donc, quand les matchs sont assez faciles, on sait qu'on peut gonfler les objectifs pour pouvoir arriver à un résultat final optimal. Si le match est compliqué, par exemple, je pense à un défenseur, j'en ai fait une tout à l'heure, donc demain, je sais que ça va être compliqué. On a une équipe en face qui est assez agressive offensivement. Lui, c'est un défenseur, c'est un piston qui est très offensif. Je pense que demain, il faudra temporiser un peu, faire son rôle de défenseur avant tout. Et voilà, apporter quand même. Mais demain, ça va vraiment se jouer sur l'équilibre. Parce qu'on a une équipe en face qui est pas mal agressive. Voilà. Ok, donc à chaque fois, vous allez vous adapter vraiment adversaire, s'ils ont un jeu de possession, s'ils jouent en pressing haut, exactement. Et après, derrière, vous allez aviser le joueur en fonction d'eux. Exactement. C'est-à-dire, le football, là, t'en manges tous les jours. Hein. Ah ouais. Limite, tous les jours. Tu dois arriver, tu en as ras le bol. Si tu veux, j'ai commencé à changer de sport pour regarder des sports par plaisir. J'ai commencé la NFL. Parce que je peux plus regarder de foot par plaisir. En plus, est-ce que quand tu regardes les matchs, même si on va dire un match loisir, tu restes quand même dans ton état d'esprit, tu vas être dans l'analyse constante. Détaché. Tout l'inverse. Ouais. L'inverse, si on regarde un match ensemble, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il travaille pas dedans lui? Parce que j'essaye justement de me déconnecter totalement. Ah mais ça va, t'arrives quand même à couper. Ouais, donc je fais des remarques de merde. T'as vu le gars qui a dansé la caméra, qui a visé le public, je regarde pas le foot. Tu vois. C'est vraiment de me déconnecter. Ouais. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de sentiments quand on regarde le foot aussi. C'est un peu trop émotions. C'est comme je disais, tu vois, il y a énormément de gens qui donnent leur avis. Tu vois, c'est des débats. Il y a beaucoup de choses. Hein, on en fait ici. On en fait. J'imagine. Mais non, c'est très très bien. C'est très. Ben, justement, comme ça, tu arrives un peu à séparer le pro du loisir. T'es pas en mode un peu toujours pro, en mode là, ce jour-là, et là, j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Non, c'est cool. Ouais. Moi, j'avais une question, c'était, est-ce qu'il y a des joueurs que tu gères qui t'ont marqué par leur éthique de travail? Ouais. Bah, celui qui me marque le plus, c'est pas pour le défendre, mais c'est ce monsieur-là, mon meilleur ami. Ouais. Très, très grosse éthique de travail. Il revient de loin. Donc, il a commencé à Torino, parti à Virton, Guingamp, Versailles. Ouais. Aujourd'hui, Standard de Liège. Il a toujours gardé ce cap, cette discipline. Donc, franchement, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui me marque tous les jours. Tu vois. J'ai commencé avec lui parce que c'est lui qui avait cette meilleure ambition, tu vois, et cette discipline. Et encore aujourd'hui, on part. Quand on va à Liège, on a découvert la montagne de Borène. On se l'a fait en courant. Pratiquement à chaque fois que j'y vais. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aime ça, tu vois. Il faut aimer le travail quand on est un joueur de foot. Et c'est ce que je souhaite à tous les joueurs. Exactement. Du coup, lui, c'est ton premier joueur. Ouais. Mais quand vous élargissez le portefeuille de joueurs, comment ça se passe? C'est avec les agents, ça contacte directement les joueurs? Un peu des deux. Parce que, si tu veux, j'ai baigné dans le foot, comme je te disais. Donc, il y a quand même pas mal d'entourage à aller chercher. Directement du coup parce que on a des relations en commun. Après c'est quand même beaucoup plus facile de passer par l'agent parce que il a cette touche qui fait que il trouve ça important et il va l'expliquer aux joueurs d'une autre façon, tu vois. Aujourd'hui nous on l'explique, j'arrive à parler quand même aux joueurs, on s'entend bien, on fait partie de la même génération, mais il faut quand même garder ce côté objectif. Et faut motiver le joueur aussi. Donc la plupart, comme on est sur une nouvelle offre, c'est pas de rentrer dans leurs habitudes de travail encore. Faut que l'agent quand même nous aide à inculquer ça aux joueurs. Donc c'est idéal. Et puis après passer par un agent, c'est aussi avoir accès à un portefeuille plus gros de joueurs. Donc ça facilite aussi commercialement. Mais en fait, je me pose la question parce que comme tu dis, tu as des contacts avec l'agent, mais elles vont jusqu'où tes limites? Concrètement, puisque, comme tu l'as dit,
c'est pas encore vraiment réglementé, c'est nouveau. Mm. C'est quelque chose qui est tout neuf. Toi, jusqu'où tu te permets pas d'aller, soit que ce soit dans la vie du joueur ou que ce soit sa vie professionnelle ou même sa vie personnelle? Hum, je me fixe les limites quand c'est familial. Je sais que quand il y a un entourage familial, si c'est pas moi si c'est pas eux qui viennent vers moi, j'essaye de limiter quand même les interactions parce que ça peut être différent en fait. C'est différent. C'est pas, ils voient pas la même chose qu'on voit en fait. Tout ce qui est toute la partie commerciale qu'un agent aurait. Ok. Quand c'est la famille qui s'en occupe, c'est un peu plus familial, quoi, du Ouais. coup, comme affaire. Et voilà, nous, on essaye de voir plus loin. Donc, on travaille avec des agents, des agences même. Pas non plus trop d'agents indépendants, mais on travaille avec des agences aujourd'hui, des WMA, qui fait partie du top 5 France. Donc, voilà. Très très bien. Très très bien. Du coup, toi, il y a un petit joueur. Vas-y, on est dans une utopie. Fantaisie. Est-ce qu'il y a un joueur qui te ferait kiffer? Tu dis, là, j'aimerais bien bosser avec. Un joueur qui me ferait kiffer. Il y a un petit jeune. Les petits jeunes d'Arsenal, je les aime bien. Ah ouais? Les petits jeunes d'Arsenal, je les aime Ah, bien. tu fais J'ai vu- plaisir à Macan. Ah, Là, elle a souri il a dit direct. ça, là. Il est venu, là, il a ban, elle a dit oui, yes. Arsenal. En fait, j'en ai un en tête. Écoutez. Tu vois? L'année dernière, c'était Maino que j'aurais Ok. voulu accompagner, mais il a bougé. Mhm. Donc, c'est bien pour lui. Mais c'est vrai que les jeunes d'Arsenal, Le petit gaucher, Petit jeune, là. là. Petit j'ai oublié Donovan, comment là. il je les follow sur Insta, mais j'ai plus son nom en tête. Mais je suis les petits jeunes des fois que j'aimerais accompagner. Mhm. Mais c'est vrai que du coup, ça reste pas. Enfin, justement, moi, mon idée, enfin, l'idéal, c'est d'avoir un petit jeune Ouais. qui arrive, qui est en équipe pro, sinon on peut pas travailler, Mhm. mais qui est voilà, sur le banc, 18 ans, et le faire Mhm. pop Ouais. De tout faire là-haut. pop. Ouais, on fait ça plutôt que de travailler avec des joueurs Ah, toi, déjà- dire établi. déjà confirmés. Voilà, Exactement. Ça doit être plus compliqué à atteindre des mecs comme ça. Plus compliqué. Ouais. Est-ce que, comme tu as dit, aussi, il y a de l'ego, tu vois, c'est quelqu'un qui est, Oui. déjà, il a du bagage. C'est ça. C'est un peu compliqué aussi de lui faire comprendre que, bon, il y a des trucs qui vont pas. Je pense que même l'intérêt, en vrai, de ce que tu proposes, c'est de peut-être récupérer un joueur. Pas forcément au niveau de l'âge, Mm. mais peut-être au niveau vraiment de là où il se trouve, au niveau de sa carrière. Et vraiment le pop-up, le faire progresser. Totalement, totalement. Moi, la nationale, j'aime bien. La nationale, Ouais. j'aime bien. Il y a pas mal de joueurs, du coup, qui sont Dans cette, dans ce profil. Mhm. Et je me dis que ouais, ça peut être un bon vivier de joueurs qui peuvent pop. Parce que justement, l'année dernière, il y a eu Ibrahim qui est parti à Liège. Mais avant ça, il y a eu Kevin Mm. Nadje qui est parti à Feyenoord. Mhm. Pareil à Versailles. Donc, il y a un joueur qui est parti, qui a fait Valenciennes, pas Sunderland aussi, je crois. C'est Sunderland. Sunderland, je crois Ouais. que c'est ça. Donc, c'est vraiment un vivier, tu vois. Des joueurs qui sont entre le milieu pro, semi-pro, Mhm. qui ont le niveau et souvent qui ont la carrière d'anciens pros confirmés, Mhm. mais qui ont une petite baisse à un moment et du coup, il faut remonter la pente. Donc, T'es là pour apporter le second souffle. Ouais, j'ai exactement. envie de dire, tu les professionnalises même en fait. Hein. Pratiquement, en fait, tu les adaptes à ce milieu professionnel, à cette exigence qu'il faut Totalement. avoir pour pouvoir réussir et pour pouvoir atteindre eux-mêmes leurs propres objectifs. Totalement, totalement. Mhm. C'est une question, je vais revenir un peu sur la mentalité. Mm. Est-ce que tu prépares à l'échec? C'est la devise. C'est un peu comme Nike. Ça, je l'ai emprunté de Nike. On n'a Mm. pas le droit à l'échec. Ouais. C'est une pression à se mettre, mais pour moi, c'est une discipline de travail dans le sens où si on a perdu, on passe à autre chose. C'est ça. Tu vois, Mhm. on s'attarde pas sur la défaite. Il faut qu'on passe à autre chose et qu'on avance. Tu vois, je pense à Brian Pereira qui est le petit maillot derrière, à Nimeg. Il a eu un début de saison un peu compliqué, mais voilà, on s'attarde vraiment pas là-dessus. On passe à la prochaine Mhm. et au prochain match, on fait mieux, toujours plus, et c'est ce qu'on veut. Voilà. Et en plus, j'imagine que si. Déjà, je pense que c'est parfois compliqué de réussir à gagner la confiance d'un joueur. Mais si en plus il sent que de ton côté, ça doute un peu. C'est clair, c'est clair. Si le foot, c'est la plupart des joueurs, c'est ça, hein, c'est une grosse partie mentale.
c'est une grosse partie mentale. Donc, comme on le disait en début, il y a l'ego, c'est leur moteur. C'est l'ego et entre guillemets aussi la confiance qui font qu'ils jouent au foot et à ce niveau-là. Donc, tu peux pas non plus venir casser ça. C'est vraiment dans les conseils que tu donnes, dans l'accompagnement que tu fais. C'est OK, il faut qu'on ait la discipline de champion. Il faut pas qu'on perde. C'est la seule mentalité. Même si on perd, on est dans le déni un peu. On regarde pas la défaite parce que il faut avancer dans tous les cas et ça sert à rien de s'attarder sur la défaite, sur les échecs. Tu vois. Très, très bien. Mais ça, tu leur donnes un vrai mental de champion. Ouais, c'est ce que j'essaie de m'investir à fond comme ça, tu vois. Indirectement, c'est limite psychologique un peu. Ouais, tout ça. J'aime bien parce que c'est quelque chose qu'il faut aborder, je trouve. C'est très important parce que c'est vrai qu'on aborde beaucoup le sport en surface, on aborde beaucoup d'actualités, mais la partie mentalité, c'est quelque chose de primordial parce qu'il y a aussi l'envers du décor. L'envers du décor, il n'est pas facile. Ça, il y a beaucoup de gens que beaucoup de gens nous regardent, peuvent comprendre, ceux qui pratiquent le sport doivent comprendre. L'envers du décor, il n'est pas facile. Donc pour moi, là, la mentalité, c'est quelque chose que j'apprécie entendre. C'est de voir, voilà, on ne prend pas la défaite, on ne prend pas le truc et on vient venir, on va avancer tranquille, on va apprendre et on va aller mieux. C'est ça. Et je pense que tu es là pour ça aujourd'hui. Ouais, totalement. Non, franchement, c'est ce que j'essaye d'inculquer un maximum aux joueurs. Tu vois. S'ils l'ont pas assez, eh ben, on va le mettre encore plus haut. Non, c'est bien, c'est bien. Question un peu, on va dire un peu projection. Dans 5 ans, pour toi, le football, ça ressemblera à quoi? Est-ce qu'il y aura plus de consulting, plus d'accompagnement de ce type-là? Ouais, pour moi, c'est sûr. Il y aura beaucoup plus d'accompagnement de ce type-là. Parce que, comme je disais, là, on est au début de ce genre de service en Europe qui contient les plus gros championnats. Donc, j'ai entendu par-ci par-là qu'il y avait quand même 2-3 joueurs qui utilisaient les analystes individuels ou les analystes de performance, mais ça reste quand même rare. Pourtant, on a les nutritionnistes, on a déjà un bon cadre dans le milieu, mais il manque, pour moi, j'ai envie de dire, le plus important, la performance, le terrain. C'est clair. Et voilà, aujourd'hui, si tu veux, ça va se multiplier parce que les coachs ne peuvent pas répondre toujours aux individualités. Ouais, Ils c'est ça. s'occupent du collectif. Ouais. Et tu vois, on l'a vu avec Dembélé et Luis Enrique. Ça fait combien de temps que t'avais pas entendu ça? Un coach est pris à part un joueur, il l'est mis jusqu'où il a été. Exactement. Ouais. Ça fait Donc, très longtemps. Ça fait très longtemps. En fait, même ton rôle, c'est un peu même une extension du coach. Un peu. T'es un peu, comme tu l'as dit, et c'est normal en soi. Le coach, il peut pas s'attarder individuellement sur tous ces joueurs, même si il peut donner quelques consignes. Toi, ton rôle, vraiment, ça va être vraiment de le prendre en 1v1 et vraiment voilà, lui donner les informations dont il a besoin. Et derrière, juste la relation avec le club, concrètement, elle se fait comment? Aujourd'hui, on ne parle pas avec le club. Ok, On parle pas du tout. avec le club. Non, C'est-à-dire que les consignes qui sont données, les consignes du coach qui sont données donc aux joueurs, toi, comment tu les perçois et comment tu les transmets à ton joueur avec qui tu bosses? Il y a déjà toute l'analyse qu'on fait sur la saison où tu comprends quand même le style que le coach veut. Après, il y a aussi le rôle que le joueur a, qu'il connaît, que le coach lui dit, voilà, toi, tu es dans tel rôle. Donc ça, on le respecte totalement parce que le coach, il joue avec un collectif, tu vois. Donc chaque pièce du puzzle a son rôle et c'est important de le respecter. Et nous, on vient juste essayer de dire aux joueurs, voilà, là, c'est ce rôle-là, mais il y a quand même des failles face à l'adversaire. Si vous n'avez pas vu, si le club, le staff, parce que du coup, derrière les analyses, c'est pas le coach qui les fait, c'est les staffs, tu vois, les analystes vidéo, les ci, les ça. Nous, on vient apporter une valeur ajoutée là-dessus, tu vois, en plus, parce que chacun a un football différent. Nous, pour l'instant, ça peut arriver. Ça arrive, même parfois sur des prépas de match qu'on n'ait pas les mêmes indications entre les clubs et nous, mais on essaye toujours de rester, de pas non plus trop dépasser. Ouais, parce que ça pourrait créer peut-être, après c'est assez récent, mais créer peut-être du conflit entre votre analyse Totalement. et l'analyse en soi du club, comment eux ils voient les choses et comment Totalement. vous les voyez, parce que après vous connaissez un peu mieux le joueur, mais peut-être qu'eux ils ont une idéologie qui font que, en fait, je me disais, mais
est-ce que ce serait peut-être même pas plus simple en fait, d'avoir accès Je dirais pas non plus. Parce que justement, avoir cette vision collective Ouais. fait que ta stratégie sera différente. Ok, elle est Tu vois. biaisée. Tu peux pas t'occuper. Moi, à la place du coach, j'aurais pas pu faire de l'individuel aussi, tu vois. Ok. Je me mets pas à la place du coach parce qu'ils ont leur carrière non plus. Voilà. Mais franchement, c'est une autre manière d'aborder les matchs, de faire les retours, etc. Et nous, en fait, le travail est entre guillemets facilité par le coach parce que derrière, ils ont une identité. Ouais. S'ils sont pas premiers du championnat, c'est qu'il y a des manques. Et donc, nous, on vient dire, OK, le rôle de notre joueur, du joueur qu'on accompagne aujourd'hui, c'est ça. Mais si on essaye ça, est-ce que le coach va aimer, tu vois? S'il n'aime pas, on aura les retours à peu près. Donc, on va changer de stratégie aussi, Ok. tu vois. Mais c'est vraiment... on est un peu le cadeau surprise au coach, le Kinder Exactement. surprise du Kinder coach. surprise, Exactement. la plus-value. C'est ça. S'il n'aime pas, on change. S'il aime bien, tout le monde est content. Mais d'ailleurs, parlons de cette relation avec les clubs. Est-ce que toi, dans un futur, est-ce que vous allez rester indépendant? Je Vous pense. pourriez être amené, par exemple, si un jour un club est convaincu de votre taf, de vous recruter pour bosser avec certains joueurs, je sais pas, en baisse de forme ou des jeunes ou... Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important de rester indépendant. Ok. Même pour la suite, comme je disais, quand tu t'occupes d'une équipe, c'est plus la même chose. C'est vraiment plus Mhm. la même chose. Donc, tu peux pas t'occuper des individualités. Et puis, il y a les intérêts du club, les intérêts. Enfin, c'est vraiment une autre politique, tu vois. Donc, je pense vraiment que pour garder cette valeur ajoutée, il faut rester indépendant. Nickel. Et vas-y, Non, vas-y. vas-y. Non, parce que moi j'avais parlé. Est-ce que à moyen terme, vous avez pensé à vous exporter Ouais. dans d'autres championnats? Je parle pas, on va dire l'Arabie Saoudite c'est particulier, mais par exemple aux États-Unis ou dans d'autres sports, ils sont très friands de toute cette data. Est-ce que vous avez pensé la MLS ou c'est un marché qui est encore lointain? Ouais, c'est un marché qui est encore lointain. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur les L'Europe. championnats francophones, pardon. Ok. Sur lesquels aussi on a de l'assise, entre guillemets, où on peut aller voir les joueurs, on peut avoir cette relation plus Je direct. directe, exactement. Donc voilà, le temps que le projet prenne encore plus, qu'on soit vraiment présent sur le marché, pour l'instant on se concentre vraiment sur les marchés francophones, donc France et Belgique. Qui sont aussi d'ailleurs des bons marchés du foot. Parce que la Exactement. Belgique, ça reste quand même un championnat qui regorge de jeunes et de très bons jeunes qui partent ensuite dans des très bons clubs. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est La très, bonne très vrai. C'est un très très bon championnat avec beaucoup de talent. En fait, c'est ça, c'est que tu as beaucoup de talent. Et en soi, la valeur ajoutée donc, que tu proposes, moi, je pense qu'elle peut parler à beaucoup de jeunes. Exactement. Donc, j'espère que c'est dû à bien tourner. Hein. J'espère. On compte Parce sur vous. que voilà, moi je trouve que c'est important d'être accompagné, surtout quand vous voulez passer au step supérieur. Ça, C'était c'est ça. très important. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du plaisir dans le football et des bonnes performances. Hein. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Vous avez peut-être une dernière question? Non, pas forcément. Mais en tout cas, on souhaite vraiment le meilleur. Et je suis sûr que ça va fonctionner. Moi, comme je l'ai dit, Merci. écoutez bien. Nous, on va bien relayer. Vous inquiétez Arsenal. pas. En tout cas, j'espère Ok. que d'ici 1 ou 2 ans, quand ça aura bien pété, Ouais. tu nous ramèneras les têtes d'affiche de première Bien sûr, bien Ils seront évidemment. là. Ce sera la saison, j'espère, la saison 6-7. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On espère. Pourquoi pas. Si ça dure 6-7, on sera content. Ça sera avec plaisir. Ça Ça sera sera avec bon. plaisir. Ce sera bon. Non, ça fait. Non, Merci franchement, les gars en tout pour cas, l'invitation, hein, ça m'a fait plaisir. Merci à toi d'être venu. hein. Merci d'être venu, merci d'être venu, merci de nous avoir fait part de ton expertise et merci d'avoir inculqué aussi toute cette mentalité. C'est très important, c'est un très très bon rappel et on espère que ça va le faire pour la suite. Ouais, travailler dur. Travailler C'est dur, fou. c'est ça la mentale, c'est Dur. ça la mentale. Les gars, c'était un excellent format. N'oubliez pas de relayer la vidéo, de la partager, de liker, commenter parce que c'est important. Et surtout,
allez suivre la page The Next Gen Ballers. C'est important, on va l'afficher en bas. Merci. Les gars, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Ça Et attrape. surtout, on s'attrape. Ciao, ciao.